Bonjour à tous, bienvenue dans les studios du Figaro TV et bienvenue à Cyril et Magali Janteur. Je veux vivre, c'est le souhait, c'est le cri de Cyril Janteur et un cri de colère atteint du syndrome de Lockheed suite à un accident de la route il y a 27 ans. Il se bat pour vivre et que ce désir soit reconnu. Il s'inquiète et s'indigne de la tournure actuelle des débats sur la fin de vie avec son épouse Magali. Ils appellent à se rassembler d'ailleurs ce samedi 24 mai à Paris. Ils nous diront pourquoi. Ils viennent témoigner ensemble sur ce plateau. Emmanuel Macron a-t-il amélioré l'économie française? C'est la question que pose une étude passionnante du think tank Hexagone. Un travail inédit en collaboration avec Opinionway. Révélation en avant-première pour le Figaro TV dans cette émission. Autre révélation, celle du journaliste Clément Veil-Rénal sur l'antisémitisme et la gauche. Le lanceur d'alerte sur le mur des cons a plongé cette fois-ci dans l'histoire, les écrits, les discours. Le travail est édifiant et on en discutera en dernière partie de ce nouveau numéro de Point de vue. Bonjour Magali Janteur. Bonjour Vincent. Bonjour Cyril Janteur. Vous témoignez ensemble car vous, Cyril, vous avez exprimé avec force votre soif de vivre. Cela fait 27 ans que vous exprimez avec force cette soif suite à un accident de voiture. Vos membres ne répondent plus, mais vous avez conservé les facultés cognitives alors que les médecins voulaient terminer la réanimation suite à votre accident de voiture. Avec vous, Magali, vous avez dit non. D'abord, ils ont fait une réanimation sans nous demander notre avis. Et puis ensuite, on était heureux que Cyril soit vivant. Donc, on a suivi son mouvement. Et le fait est qu'il a eu envie de vivre, toujours. Et malgré et envers tous les événements possibles, il a toujours surpassé la mort à chaque fois. Et vous surpassez la mort ensemble, exactement comme vous êtes actuellement. Alors, comment ça se passe? Comment ça se traduit, même concrètement? Comment avez-vous pu recommuniquer ensemble et comment communiquez-vous? Comment d'ailleurs allez-vous communiquer au cours de cette interview? Alors il y a eu 8 mois de coma après une vigilance qui est sortie. On a essayé de mettre en place beaucoup d'outils de communication, informatique et autres. On n'a malheureusement jamais abouti parce que Cyril a empêché au niveau de ses mouvements oculaires et de son expression même motrice. Du coup, on a un petit alphabet et donc on prépare des questions et avec son doigt qui bouge ici, il montre des lettres par lettre, quelques mots. Donc quand on est très patient, qu'on a beaucoup de temps, on fait des phrases et puis c'est pourquoi vous nous avez aussi donné quelques questions hier pour qu'on puisse avoir des réponses de Cyril et que je puisse les rapporter. Donc là, je suis son porte-voix en fait. Je dis ce qu'il m'a transmis. Sinon, notre communication s'établit beaucoup par la transmission de pensée et ensuite par le oui-non. Quand il veut dire oui, il lève son pouce. Quand il veut dire non, il bouge sa main. Voilà, on verra tout à l'heure s'il le fait. Par moments, il est plus fatigué. Il y a des moments de vigilance moins importants que d'autres. Voilà, la communication s'établit pas que verbalement. Merci beaucoup en tous les cas de votre présence et effectivement on le signale, on a transmis un certain nombre de questions et vous Cyril, vous avez tenu à y répondre et également à nous partager un certain nombre de messages que vous Magali nous exprimerez tout à l'heure et que vous formulerez dans le courant de cette interview. Vous continuez. Vous avez dit non il y a 27 ans, non à ces médecins qui, sans vous consulter, voulaient arrêter la réanimation, et vous dites encore non aujourd'hui. Alors, je reprends. Ils n'ont pas dit non au départ, ils ont dit oui. Donc, on était devant le fait accompli, on ne nous avait pas demandé notre avis, c'était avant la loi Leonetti. Ensuite, il y a eu un abandon de soins 18 mois après la rééducation, où là, ils ont dit non sans que je le sache. Et moi, j'ai posé la question, et à partir du moment où on a posé la question... Ce que je veux dire, c'est que vous dites non à ceux qui disent non, en fait. Aujourd'hui, on dit surtout Cyril dit qu'il veut vivre, en fait. Il le dit encore aujourd'hui. Il y a eu un cancer l'année dernière. Il aurait pu dire qu'il ne voulait pas être opéré et en finir. Il a redemandé à vivre. Moi, j'étais plutôt dubitative. On suit son mouvement. Ça fait 27 ans qu'on suit jour après jour sa volonté d'exister. Et dans ce qu'il m'a dit hier, il n'a pas envie de justifier son existence. Je suis vivant, j'ai pas de compte à rendre. Voilà, le jour où il en aura assez, il nous le dira. Pour l'instant, il ne l'a jamais dit. Voilà.
Comment concrètement se passe la vie pour vous et pour votre famille et pour vos 3 enfants Cyril est à demeure ou bien dans une structure qui est dédiée aujourd'hui? Donc Cyril a toujours été en hôpital et en institution, sauf une seule année, qui était la 4e année où on avait mis en place le maintien à domicile. Il a été conclu que ça n'était pas possible parce qu'il a besoin d'assister pour tous les actes de la vie, mais surtout médicalement. Il a sans arrêt des problèmes d'oxygénation, de respiration, de plein de choses, et d'infection. Du coup, il est forcément dans un endroit médicalisé. Donc nous, on a une vie parallèle, mais on partage des bons moments, des week-ends, des vacances, des sorties, des voyages, des cinémas, etc. On est dans la vie complètement. On a beaucoup d'amis qui nous entourent, les familles, chacun apporte le meilleur de lui-même et il nous invite à nous dépasser. Moi-même, j'ai mon métier, je travaille, je fais des activités en dehors des siens. Il est souvent plus fatigué que moi, donc on n'a pas besoin d'être tout le temps ensemble non plus, mais on partage l'essentiel et je dirais on est en phase, on se complète mutuellement. Voilà. Et apparemment une passion pour les sciences commune en tous les cas, puisque Cyril vous êtes polytechnicien et vous Magali vous êtes médecin, donc vous avez transmis cet amour des sciences à vos enfants? Non, on a des enfants qui ont bien d'autres talents dans d'autres domaines. Ce qui vous mobilise aujourd'hui, c'est la loi fin de vie, actuellement en débat, et surtout le dispositif voté mercredi qui définit les critères d'éligibilité à la demande d'aide à mourir. C'est bien ça. Voilà, on n'est pas contre la loi, c'est pas ça, on est contre une loi comme ça. C'est-à-dire que les contours sont beaucoup trop flous et trop extensibles, et des personnes comme Cyril, dans ce qu'on vit, on a besoin d'être protégés par la loi. Dans des abus, dans des dérives, dans des mauvaises interprétations. À plusieurs reprises, moi j'ai dû m'opposer à certaines décisions ou en tout cas poser des questions parce que on pourrait penser ce qu'on ne pense pas. Voilà. Et quand les personnes n'ont pas la capacité de le dire... Pardon Magali, je vous interromps, mais qu'est-ce que vous appelez le fait de penser des choses qu'on ne pense pas? Est-ce que ça vaut la peine de vivre dans cet état-là, par exemple? A priori, on va dire non. Mais en réalité, Cyril, il dit si. Moi, je vis, j'ai envie de vivre, j'ai envie de voir mes enfants grandir, mon petit-fils sur mes genoux. Moi, je veux vivre même comme ça. Voilà. Je suis plus comme j'étais avant, je peux plus marcher, tout ça. Mais je veux vivre. Moi, par moment, je pourrais en douter, mais non. Il dit non. Voilà. C'est toujours le cas? C'est toujours le cas, Cyril? Là, il est assez endormi tout de suite. Hein. Alors, on va, en tous les cas, c'est le fait, en tout cas, il l'a exprimé ces derniers temps, et en tout cas par votre venue aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous fait penser que dans la loi qui est en train d'être discutée, dans le texte qui est en train d'être débattu à l'Assemblée, les dispositifs sont moins protecteurs, que vous seriez moins protégé avec une loi si elle était votée telle qu'elle à l'Assemblée nationale et ensuite au Sénat? Alors d'un point de vue, je dirais, de l'usager, enfin de la personne qui est éligible et de son aidant, je ne vais pas faire une analyse précise de la loi, c'est pas ma compétence, mais en fait, les critères comme quelles que soient les causes, les maladies chroniques, donc maladies chroniques, ça voudrait dire toutes les maladies de l'affection longue durée, ce sont les personnes dont le pronostic vital est engagé, mais il n'y a pas de notion de temporalité précise, donc c'est pas la fin de vie. En tout cas, on sait que ça peut être même... Voilà, donc ça c'est trop flou. Il y a le fait que si la personne subjectivement pense que sa qualité de vie n'est pas bonne et qu'elle est accidentée, elle peut demander. Ça veut dire qu'un paraplégique pourrait le demander, par exemple. Des choses comme ça. La protection aussi sur... Il n'y a pas d'écrit. Il n'y a pas de demande écrite, c'est une demande orale. Il n'y a pas de possibilité de proposer d'alternatives. Hein. C'est un délit d'entrave. Donc si vous voulez vous suicider et que c'est une détresse, le soignant ou même le proche ne peut pas vous proposer de vous aider, de vous accompagner, de vous proposer des traitements. Voilà, il y a tellement de choses qui peuvent pousser, je dirais même à des abus. C'est ça qui nous inquiète sur le côté... très flou et très peu circonscrit d'un point de vue légal, d'un point de vue protection. Aujourd'hui, quand on demande, quand on en a marre, quand on a des douleurs réfractaires, il y a la sédation profonde et continue. C'est une démarche par la loi Claes-Léonie. Voilà, donc il y a une collégialité des médecins. C'est pas un seul médecin qui décide, c'est plusieurs médecins. On recueille d'abord l'avis de la personne concernée, ensuite on consulte son aidant ou sa personne de confiance. Là, il n'y a plus rien.
Là, il y a juste quelqu'un qui demande et qui est tout seul et qui peut même s'auto-administrer. Donc c'est très triste en fin de compte parce qu'il n'y a pas de communauté autour de lui qui puisse lui dire si tu comptes pour nous, on peut faire des choses avec toi. Ce qui est tout l'objet de notre vie. Enfin, je veux dire, Cyril, il est là parce qu'il a la chance, et ça tout le monde ne l'a pas, d'être entouré, d'avoir des enfants, une famille, des amis, etc. Et puis de ne pas avoir de soucis financiers aussi, je le dis très simplement. Et moi, je pense à ceux qui sont dans le même état que lui, qui n'ont pas de famille, qui sont seuls, qui n'ont pas de moyens. On a de quoi désespérer. Et voilà. Je vous pose une question, puisque vous êtes médecin. En quoi ceux qui n'ont pas les moyens seraient plus menacés par une telle loi? Parce que la vie est trop difficile. Quand vous êtes dépendant, que vous ne trouvez pas de personne pour venir faire votre toilette matin et soir, donc vous ne pouvez pas vous habiller de la journée, vous ne pouvez pas être rasé, vous avez du mal à aller même aux toilettes ou à faire votre nourriture, ça devient invivable. Vous n'avez pas les moyens de vous habiller, de payer des gens pour vous aider. Et en fait, en ce moment, on a de plus en plus de mal à trouver des auxiliaires et des aides-soignantes. Le fait de ne pas avoir de moyens fait que la vie devient trop dure et que du coup, si la société ne vient pas en aide ou aide, on est désespéré. Donc on va forcément aller vers plus l'envie de mourir que l'envie de vivre. C'est ça. Je voyais, pendant que vous parliez, justement, Cyril qui levait la main. Voilà. Et précisément... Voilà, il est d'accord avec ça. Oui. Là, voilà, et on a bien vu, et on voit bien le pouce que vous levez, donc, Cyril. Ouais. Et... Il est inquiet pour ses semblables, en fait, et tous ceux qui sont malades. Voilà. Parce qu'il sait que la chance qu'il a. Voilà, donc ça lui fait peur, ça lui fait mal, en fait, même. Voilà, il dit oui, mais c'est pour ça qu'il est là. C'est pas pour nous, c'est qu'on est là. C'est pour dire... Et c'est pareil pour le rassemblement qu'on veut faire. On fait un rassemblement qui concerne les éligibles, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont concernées. Quand on regarde la liste, ça fait peur quand même. Ça concerne plusieurs millions de personnes. Selon vous, plusieurs millions de personnes pourraient être concernées par... J'ai l'impression, c'est difficile parce que... Parce que vous appelez éligible. Peut-être qu'on revient sur ce terme d'éligible. Qu'est-ce qu'on entend par éligible? L'éligible, c'est toute personne qui peut avoir accès à cette demande d'aide à mourir. Et donc, dans ce que j'ai compris de la loi, peut-être je me trompe, mais il y a toutes les malades chroniques, donc je dirais votre tante qui a fait un AVC, votre oncle qui a un cancer métastatique, votre grand-mère diabétique, votre l'oncle qui est en insuffisance rénale, le neveu qui a un problème d'autisme ou de maladie psychiatrique, voilà, des choses comme ça. C'est toutes ces personnes-là, donc c'est beaucoup. C'est beaucoup. Les scléroses en plaques, les Parkinson, les maladies neurodégénératives. Pour l'instant, c'est pas très clair sur la maladie psychiatrique ni les personnes âgées, mais on a un peu peur que ça le devienne. C'est circonscrit pour l'instant à un jeune de 18 ans, par exemple. S'il se suicide, on n'aura pas, a priori, dans ce que j'ai compris, la possibilité de lui proposer de la prévention du suicide ou même de l'accompagner par rapport à ça. Donc c'est assez dramatique. Un jeune qui fait un suicide à 18 ans, c'est parfois juste un raptus anxieux. Et une prise en charge, pour le savoir comme médecin, peut changer la vapeur et donc lui sauver la vie quelque part. C'est ça qu'on trouve très, très, très grave. D'un point de vue, même moi, en tant que médecin, j'aurais du mal à exercer dans ce contexte. Vous appelez donc à vous rassembler ce samedi à Paris. Comment concrètement allez-vous vous mobiliser? Alors nous, on est un petit peu... on est parti sur quelque chose de très spontané. C'était un appel qu'on a fait sur LinkedIn, mon post pro. Et j'ai eu 30 000 vues le lendemain matin. Donc je me suis dit, il y a quelque chose. J'ai appelé des amis. Je leur ai dit, j'ai l'impression qu'on pourrait... se rassembler, l'idée c'est quelque chose qui n'est pas politique, qui n'est pas associatif, qui n'est pas quelque chose d'idéologique. C'est vraiment appeler les personnes qui sont éligibles et inquiètes, leurs aidants, leurs proches, à se rassembler pour partager, en solidarité, je dirais, et surtout donner la possibilité à ces personnes-là d'exprimer leurs inquiétudes. À qui ? À nos députés, puisqu'on leur a fait confiance en leur donnant notre mandat, et on aimerait bien qu'ils soient en âme et conscience conscients de ce qu'ils ont, de la société qu'ils nous proposent. Vous trouvez qu'ils ne le sont pas actuellement ? J'ai l'impression peut-être 30% d'entre eux sont dans l'hésitation, sont mal à l'aise, c'est ce que j'entends, ils sont très ennuyés en fait, parce qu'il y a beaucoup de contradictions. Voilà. Maintenant, je pense qu'il y a des indécis, certainement. Ouais. Quel est le message précis que vous leur adressez? Quel est le message que vous comptez leur adresser? Alors moi, au stade où on en est, c'est quand même quelque chose de très spontané. Ça fait à peine une semaine. C'est une alerte. Moi, c'est une alerte. Je dis attention, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Voilà. Mais là, ces députés vous répondront ce que répond Catherine Vautrin, c'est-à-dire
on va mettre des garde-fous et on va encadrer la loi. Bah, si on la regarde, on n'en voit pas beaucoup là aujourd'hui. On va mettre quand en fait? Parce que si elle est votée comme ça, en fait, cette loi, elle sera probablement votée. Je sais pas à dire que, mais il faut pas qu'elle soit votée comme ça. Il faut qu'elle soit bardée, beaucoup plus cadrée. Je n'empêche pas les personnes qui... Je suis pas là à dire que s'il y a des gens qui veulent accéder à l'aide à l'euthanasie ou au suicide assisté, ça les regarde. C'est pas mon propos. Mon propos, c'est de dire que ceux qui n'ont pas envie d'aller par là, qu'on les y pousse pas et que ça soit pas possible de les y pousser. Vous voyez, parce que sans contrôle, sans écrit, enfin, même d'un point de vue juridique, je crois même pas que ce soit possible en fait. Quels seraient les... Alors que je vois Cyril justement lever la main. Quelles seraient les mesures, en tous les cas, d'encadrement que vous souhaiteriez? Je pense qu'il faut reprendre les fondamentaux de... C'est pas moi de faire le métier des parlementaires, mais il faut nous donner des preuves qu'il y a des règles, qu'il y a de l'accompagnement des personnes, enfin, qu'on les accompagne sur un processus quand ils sont en détresse, de comprendre déjà pourquoi ils sont là et de les accompagner, de leur proposer en tout cas, et ce qui est déjà fait. Mais ce qui nous inquiète dans cette séquence, c'est aussi que les soins palliatifs, il y a une loi qui va être votée et c'est très bien, et je pense qu'enfin ça va se développer. Une autre loi sur les soins palliatifs. Voilà. Mais deux débats, il y a un sur la fin de vie et un autre sur les soins palliatifs. Quelque part, ils sont liés parce que si on met en place l'aide à mourir avant que les soins palliatifs soient développés, vous avez la moitié de nos concitoyens qui s'ils ont une douleur réfractaire ou une fin de vie, n'auront pas accès aux soins palliatifs. Et donc, ils n'auront que l'alternative de l'aide à mourir. Et ça, c'est pas juste, quoi. Donc, c'est ça qu'on propose déjà dans la séquence. Il faudrait peut-être faire attention à mettre en place l'aide à vivre avant de mettre en place l'aide à mourir, en tout cas que ça soit bien articulé. Et vous trouvez que c'est pas assez fait? Ah bah oui, c'est clair. Moi, j'ai travaillé en soins palliatifs longtemps et je vois qu'il n'y a pas suffisamment. Enfin... Ce qui est intéressant aussi dans la question des soins palliatifs, et vous le soulignez quand on a préparé cette interview, c'est que les personnes qui peuvent être atteintes de syndromes comme le syndrome de l'enfermement ou de lock-in, comme c'est le cas pour vous, Cyril, les centres de soins palliatifs sont très, très, très importants parce que c'est des endroits qui peuvent accueillir justement sur une longue durée ces personnes-là. Oui, les soins palliatifs, c'est des soins de support, d'accompagnement, et c'est aussi des soins de fin de vie. C'est pas que ça. Donc Cyril est en soins palliatifs depuis 27 ans. C'est-à-dire qu'il fait des allers-retours entre l'institution, l'hôpital, l'unité de soins palliatifs, et il y reçoit des traitements pour sa douleur, des traitements pour sa respiration. Mais c'est un accompagnement qui se fait tout au long de l'année. Et c'est ça qu'il faut développer, parce que si on laisse les gens tout seuls dans leur douleur et leur détresse, forcément, c'est pas les rendre service pour continuer à vouloir vivre. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux où vous avez lancé l'alerte, Cyril, où vous avez lancé l'alerte, Magali, c'est que même atteint de syndrome très incapacitant, on continue à vivre et on peut continuer à vivre. Complètement. Ouais. La personne qui est dite malade ou handicapée, elle se sent ni malade ni handicapée, elle l'est. Mais elle est d'abord une personne. Et elle a appris à vivre avec... Cyril, avant, c'était un ingénieur brillant qui courait partout. Aujourd'hui, il ne peut pas bouger, il ne peut pas manger lui-même, il ne peut pas parler. Mais il a appris à vivre, à développer en lui une vie intérieure, sa bienveillance qui se répand autour. Il écoute beaucoup de gens, il participe à notre vie et il nous force, je dirais, par son courage, à aller de l'avant. Il est très présent. Je dirais, il est fier de ses enfants, il nous encourage. Il a son rôle, vous voyez. Et toutes ces personnes qui sont parties de concitoyens qui sont, même s'ils sont malades, ils ont la même place que les autres. C'est ça qu'on met en avant, c'est-à-dire que ils doivent avoir accès à la même liberté, à la même fraternité, vous voyez, à la même égalité que les autres, et se sentent pas différents. C'est pas parce qu'ils sont handicapés, moches, pas beaux, tout ce qu'on veut, ou empêchés dans tel ou tel, parce qu'ils ont un handicap de telle ou telle nature, ou une maladie grave, qu'ils sont pas comme à traiter de la même façon. C'est ça. Et ils ont une vitalité en eux qui est très forte et qui est très contagieuse, je dirais, pour le coup, et qui, moi, par exemple, m'a permis de me surpasser dans beaucoup de choses. Enfin, l'énergie que j'ai, je dirais, le dynamisme que j'ai vient aussi beaucoup de Cyril parce que, on se soutient mutuellement. Et puis, ce qu'il ne peut pas faire, je le fais. Ce que moi, je ne peux pas faire, il le fait pour moi. Voilà. Donc, c'est ce mouvement-là, c'est cette solidarité, c'est ce lien qui fait la société, qui fait la famille, qui fait les liens. Il ne faut pas casser ça. Et c'est ce qu'on craint avec une loi qui est trop large par rapport au... on vous laisse tomber, en fait.
on vous laisse tomber. C'est pas ça qu'on veut. Nous parvenons, hélas, bientôt au terme de cet entretien. Il y avait un certain nombre de messages que, justement, vous vouliez faire passer, Cyril. Est-ce que vous avez tout dit ou bien il vous reste quelque chose, justement? Alors oui, son sourire en dit long, je pense déjà. Voilà, il veut réconforter tous les personnes qui sont touchées comme lui. Donc c'est les mots importants qu'il disait, c'était vraiment d'alerter sur le danger qui nous guette en fait. Et, voilà. Et c'était des mots de rassemblement entre les aidants, leurs proches, les personnes qui les soignent et ces personnes qui sont éligibles, parce que c'est cette société-là dont on a envie, une société solidaire et fraternelle. Voilà. Il exprimait son inquiétude et appelait à l'examen de conscience quelque part des députés avant de voter pour la confiance qu'il leur a accordée, parce que Cyril vote et Cyril entend bien donner sa voix de citoyen comme tout le monde. Donc ça, il leur rappelle, attention, je vous fais confiance. Et puis donc la colère qu'il exprime sur le flou des termes et de leur demande de reprendre le travail pour que cette loi passe de façon, je dirais, honnête et protectrice, parce que c'est bien, la loi est là pour nous protéger. Voilà. Et aujourd'hui on l'est, demain on a peur de ne pas l'être. Il y a 27 ans, si Cyril s'était arrivé aujourd'hui, avec cette loi, il ne serait pas là. Et Cyril est là et vient d'approuver en levant la main tout ce que vous venez de dire et vous continuez de nous approuver. Merci beaucoup Cyril de votre témoignage. Merci beaucoup Magali de votre témoignage et de votre présence et de vous être fait également l'interprète, en tous les cas la porte-voix de ces messages et de ce témoignage. Merci beaucoup en tous les cas pour cet échange et ce témoignage très fort que vous nous avez donné, que vous partagez. On suivra bien sûr votre mobilisation, hein. C'est donc demain à partir de 14h sur l'esplanade des Invalides à Paris. On vous attend tous. Et on n'oublie pas de signaler, le message est passé. On n'oublie pas de signaler d'ailleurs sur cette thématique, puisque vous le disiez tout à l'heure, Magali, que les centres de soins palliatifs sont très très importants et qui ne s'occupent pas que de la fin de vie. Et c'est ce que démontre le premier documentaire du Figaro TV avec un voyage en immersion à la Maison, qui est un centre d'accueil exceptionnel aux portes de Marseille. Et je vous propose de redécouvrir des extraits et la bande-annonce de ce documentaire que l'on peut retrouver sur le site du Figaro. La route pour aller à la Maison, ça me renvoie souvent à la première fois que je l'ai faite. Chaque fois que je pousse la porte, je suis dans la peau d'un débutant. Mes enfants ont dit que j'étais plus la même. Ça m'a tellement changé. J'ai eu un regard sur la vie complètement différent. La vie, elle est toujours là, même jusqu'à la dernière minute. Regarde, tu arrives toi là? On mesure jamais vraiment trop ce qu'on donne. Par contre, on mesure bien ce qu'on reçoit. Ce qui nous intéresse en tant que bénévole, c'est pas la mort, c'est tout ce qui se passe avant. C'est la qualité de vie qu'on peut offrir pour leur dernier moment. Qu'est-ce que c'est votre travail? Pompier? Plombier. Plombier, ah mais voilà, plombier, on en avait parlé ensemble, ça y est. Impeccable. Si tu n'arrives pas, on roulera, je te pousserai, nous te pousserons. Hein? C'est pas un problème. La mort, d'une façon générale, ça continue à être un scandale, cette histoire. C'est la condition humaine. C'est ça qu'on apprend ici aussi. Tu l'apprends, mais en même temps, ça reste toujours inacceptable. C'est curieux, on est entouré par la mort en permanence et par la vie en permanence. On n'est pas bénévole parce qu'on a des choses à combler, pas du tout. On n'est pas bénévole parce qu'on n'a pas bien fait avec nos proches. On ne ferait pas ça si on n'aimait pas les gens. On fera autre chose. Il m'a fallu des années ici avant de comprendre ce qui m'avait amené là. Voilà, documentaire à retrouver sur le site du Figaro, rubrique bien évidemment TV, vidéo, à la fois sur le site quand vous l'avez sur votre ordinateur ou bien quand vous l'avez sur l'application et sur votre portable. Bonjour François Pirard. Bonjour. C'est une étude passionnante et inédite que vient de faire le think tank Hexagone,
que vous animez sur la trajectoire économique de la France. Alors c'est la question qu'on a posée dans le sommaire. Est-ce qu'Emmanuel Macron à l'Élysée a amélioré la situation de l'économie française ? Alors aujourd'hui, c'est l'image qu'il a eue pendant longtemps dans toute une partie de l'opinion et qui, on dit en tous les cas, l'a porté à l'Élysée. Alors aujourd'hui, c'est en tout cas pas l'opinion des Français. On a environ 3/4 des Français, des répondants à notre sondage, qui expliquent qu'ils ont un avis plutôt défavorable sur l'action économique d'Emmanuel Macron. À nuancer toutefois, parce qu'ils ont aussi un avis défavorable sur ses prédécesseurs. Donc les Français, de manière générale, sont insatisfaits, finalement, non pas du bilan économique de chaque président, mais de la trajectoire économique de la France. Et on a un certain nombre d'indicateurs qui nous disent qu'ils ont plutôt raison, que ce soit la croissance économique, que ce soit la gestion des comptes publics, voire même l'emploi, sur lequel la situation est plutôt nuancée. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'il y a, en tous les cas, une perception dans l'opinion très forte que le bilan d'Emmanuel Macron en matière économique n'est pas bon. Et on a l'impression que ce sentiment a énormément progressé ces dernières années. Tout à fait. Quand on regarde l'insatisfaction vis-à-vis de l'action économique d'Emmanuel Macron, on est aujourd'hui à 74%. C'est 14 points de plus qu'une précédente enquête qui avait été réalisée en septembre 2021. Il faut dire qu'entre-temps, la situation économique ne s'est pas beaucoup améliorée. Et ce qui est assez paradoxal, parce qu'on est en reprise post-crise du Covid, mais finalement, on voit qu'on a un certain nombre d'indicateurs en France qui stagnent, voire se dégradent, et je pense en particulier à la dette publique et aux comptes publics. Alors, il y a la dette publique, il y a les comptes publics, on va y revenir. Il y a un autre point, c'est très intéressant de l'étude que vous faites en collaboration donc, avec Opinionway, ça concerne la croissance et la faiblesse de la croissance. Tout à fait. Aujourd'hui, et c'est un indicateur majeur, évidemment, dans la trajectoire économique de notre pays, ce qu'on voit, c'est que depuis 2017, la France connaît la 5e pire croissance économique de l'Union européenne. C'est un résultat qui est mauvais et qui souffre dans un contexte paradoxal, puisqu'on a deux vents qui devraient être favorables, qui devraient soutenir la croissance. Le premier, c'est les créations d'emplois, et le deuxième, c'est la dette publique. Pourquoi je dis ça ? Parce que au niveau des créations d'emplois, la population en emploi en France a progressé de 9% depuis 2017. Donc ces emplois auraient dû générer du PIB et nous aider à sortir de l'ornière dans laquelle on était. Or, ce qu'on constate, c'est que ces emplois ont médiocrement contribué à la hausse du PIB. Pourquoi ? Pour des raisons qui ne sont pas tout évidentes à démêler. Mais ce qu'on peut observer, par exemple, c'est que sur les 1,5 million d'emplois qui ont été créés entre 2019 et 2023, vous en avez un tiers qui sont des apprentis. Alors quand on voit ces natures de création d'emplois, c'est pas étonnant que ça n'ait pas fait exploser le PIB. Et ça a d'ailleurs contribué. En quoi le fait de prendre des apprentis en tous les cas, est de nature à ne pas faire exploser le PIB, justement ? Ce sont des emplois à faible valeur ajoutée qui n'ont pas une contribution économique très forte. Si l'emploi des apprentis débouche sur quelque chose en termes de PIB, c'est plutôt à long terme, parce que c'est une population qui, grâce à l'apprentissage, pourra présenter à terme un taux d'emploi supérieur à une population qui n'aurait pas été dans des formats d'apprentissage par le passé. Cela dit, c'est pas ça qui génère du PIB. Vous dites, vous en avez parlé, donc deux indicateurs inquiétants, la dette et il y a un autre peut-être un indicateur qui sera l'inflation, mais justement, quel est le problème autour de la dette ? Est-ce que, de toute façon, on ne paye pas dans une certaine mesure, et on ne sous-estime pas dans cette dette, le fait qu'il a bien fallu tenir l'économie au moment du Covid ? Alors, certes, il y a une partie de la dette qui provient de la fameuse dette Covid. Et là-dessus, il faut avoir un constat assez rationnel. Le Covid était une pandémie, le virus était partout le même. Il se trouve qu'il y a eu des réactions dans les pays qui ont été différentes en raison des politiques publiques qui ont été menées pour limiter les effets de cette crise. En France, on a fait le choix d'un endettement très élevé, au service de l'économie, mais finalement pour un résultat qui est très mitigé, puisque d'une part, comme on le dit, on a une croissance économique sur le long terme qui est très faible, et d'autre part, depuis la crise du Covid, la France est l'un des seuls pays d'Europe à s'être aussi peu désendetté. Et quand on regarde les dernières prévisions de la Commission européenne qui viennent de sortir ce lundi, elles nous disent que 70% des pays européens, d'ici 2026, devraient être moins endettés qu'ils l'étaient en 2020 au plus fort de la crise du Covid, ce qui est logique.
Et la France fera partie des exceptions. Et la trajectoire de cette dette est alimentée par des déficits publics qui sont non pas ponctuels en raison de la crise du Covid, mais qui deviennent chroniques. Et aujourd'hui, on doit rappeler que la France a le plus gros déficit public de la zone euro. On est frappé par, d'ailleurs, un des points de votre étude. Vous dites, l'un des éléments qui explique l'explosion de la dette, c'est que les recettes, il y a moins de recettes. Alors quand on voit le niveau d'impôt record qu'atteint la France, on se demande, mais pourquoi, enfin, où ces recettes ont-elles diminué ? Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites. Donc déjà, oui, aujourd'hui en France, on a une charge fiscale qui est record en Europe. Pourquoi ? Parce qu'on a aussi des dépenses records qu'il faut bien financer, même s'il y a un trou entre les deux, qui est le déficit public. En revanche, il est vrai que ces derniers temps, en pourcentage du PIB, les recettes publiques ont un peu baissé. Ça peut être lié notamment à des politiques de soutien aux entreprises, qui sont en fait des politiques de défiscalisation. On va avoir des baisses d'impôts ponctuelles dans tel ou tel dispositif, qui vont faire qu'à la fin, les rentrées dans les caisses de l'État continuent à augmenter en réalité, mais augmentent un peu moins vite que le PIB. C'est vrai, et en parallèle, on a toujours cette dépense publique qui reste considérable. On a la deuxième plus élevée d'Europe derrière la Finlande, et ça se joue à pas grand-chose. Il y a un autre point qui inquiète beaucoup les Français, vous le révélez dans cette étude, c'est, et une inquiétude très très haute, c'est l'inflation. Alors, en effet, les Français, eux, ce qui les touche beaucoup, c'est leur pouvoir d'achat. L'inflation qui a beaucoup augmenté avec d'abord la crise Covid, puis ensuite la crise ukrainienne. Cela dit, c'est aussi l'un des paramètres macroéconomiques sur lequel la politique nationale, aujourd'hui, dans la zone euro, a le moins d'effet. Donc, c'est pas l'aspect sur lequel on a le plus axé notre étude, mais c'est aujourd'hui une des préoccupations majeures pour les Français. Un des points passionnants de votre étude, c'est quand même de montrer qu'il y a énormément d'atouts encore en France, et il y a quand même des indicateurs positifs. Tout à fait. On peut penser à trois choses. Déjà, la première chose, qui est une évidence, mais qui est toujours bon de rappeler, c'est qu'on reste la France. On est l'un des pays avec le PIB par habitant les plus élevés au monde, les plus élevés en Europe aussi. Le tout dans un contexte où finalement on a beaucoup de temps libre, puisqu'on est le 4e pays d'Europe où le temps de travail par personne en emploi est le plus faible. La deuxième chose, c'est que, et ça correspond un petit peu à l'actualité avec le sommet Choose France, on est un pays qui reste attractif auprès d'investisseurs étrangers, avec une petite nuance, c'est que quand on regarde les investissements directs étrangers en pourcentage du PIB, ils sont quand même bien moins élevés en France qu'ils le sont dans des pays à plus faible coût du travail, comme la Grèce ou l'Espagne. Et la troisième chose, c'est que on a quand même diminué le chômage. Il y avait 9,5% de taux de chômage en 2017, on est tombé à 7,5%. Ça va plutôt dans le bon sens, même si, là encore, quand on se compare, le résultat est un peu plus nuancé. C'est-à-dire ? Alors, est-ce qu'on a vraiment fait mieux que nos voisins européens ? On peut en douter. En 2017, au moment de l'élection d'Emmanuel Macron, le taux de chômage était donc de 9,5%. On avait le 6e taux de chômage le plus élevé de l'Union européenne. Aujourd'hui, on est un peu moins de 7,5%. En mars 2025, c'est les tout derniers chiffres qui viennent de sortir. On est toujours le 6e taux de chômage le plus élevé de l'Union européenne. Entre-temps, certes, il a baissé de 2 points, mais en parallèle, dans un pays comme l'Italie, il a baissé de 5 points. On a créé des emplois, je disais, 9% d'emplois en plus entre 2017 et 2024. Mais des emplois à moins... mais des emplois à moindre valeur ajoutée qu'à l'étranger. Qui n'ont pas donné les fruits espérés sur la croissance et le PIB. Il y a un autre point qui est très intéressant, c'est que dans votre étude, puisque vous faites des comparaisons, vous parlez notamment de l'Allemagne, qui a souvent été érigée en modèle et qui présente des signaux très inquiétants. J'ai envie de dire même presque plus inquiétants que la France. Oui, alors quand on n'a pas suivi avec précision l'actualité économique de ces dernières années, on a toujours en tête le modèle allemand qui va bien, les pays d'Europe du Sud qui vont moins bien. Et en réalité, quand on regarde les tendances économiques, ça s'est plutôt inversé. C'est aussi un effet de rattrapage des pays du Sud. Et c'est aussi une des spécificités de l'Allemagne, qui est un pays qui repose beaucoup sur les exportations de biens industriels. Et aujourd'hui, le contexte là-dessus s'est un peu retourné. Il y a eu la Chine qui se développe beaucoup, qui développe sa propre production industrielle et qui dépend beaucoup moins des importations allemandes. Et il y a désormais les États-Unis avec leur protectionnisme renforcé qui pèse lourd sur la croissance en Allemagne. Donc aujourd'hui, l'Allemagne a un problème de croissance.
avant tout. Cela dit, les fondamentaux restent solides. Les finances publiques sont à 3% de déficit public, donc c'est plutôt bien. On aimerait bien y être en France. L'endettement public n'est qu'à 60% du PIB, c'est quasiment 2 fois moins qu'en France. Le taux de chômage est à environ 3,5%, c'est plus que 2 fois moins qu'en France. Donc les fondamentaux de l'économie allemande restent solides. Cependant, la tendance sur la croissance est assez inquiétante outre-Rhin. Le modèle allemand, l'Allemagne doit en tout cas trouver un autre modèle. L'Allemagne doit trouver un autre modèle, et d'ailleurs il y a des pressions en Allemagne pour avoir davantage recours à l'endettement, puisque finalement l'Allemagne a un peu de marge de ce point de vue-là pour investir dans sa croissance. Une autre question peut-être qui était liée au travail, puisque vous avez évoqué ça, et c'était intéressant de vous entendre parce que vous disiez que c'était presque un atout le fait que les Français travaillent moins qu'ailleurs. Ça prouve, est-ce que d'ailleurs les partisans de la réduction du temps de travail mettent toujours ça en avant en disant les Français sont très productifs? Alors, c'est vrai, la France est plutôt dans la première moitié, si ce n'est le premier tiers en Union européenne en termes de PIB par personne en emploi ou PIB par heure travaillée. Cela dit, la tendance est assez inquiétante, puisque notre PIB par personne en emploi a reculé depuis 2017, et même le PIB par heure travaillée a baissé de 1,6%, ce qui est quasiment unique au monde. Il n'y a que la Finlande en Europe qui fait pire que nous, et partout ailleurs, il y a toujours des gains de productivité. Et nous, en France, on fait là-dessus figure d'exception. Et on risque de se trouver dans un cas de figure qui est assez préoccupant. Un cas de figure où on est un pays qui travaille peu, et qui, pour le peu d'heures qu'il travaille, produit de moins en moins de richesses. Et donc ça, c'est un chemin, une pente douce vers un certain déclassement économique dont on souffrira tous. Merci beaucoup. Mais on n'y est pas encore, et c'est ce que démontre également votre étude. C'est l'un des points très très intéressants, passionnants de votre étude, la trajectoire économique de la France. C'est une étude donc inédite à retrouver sur le site d'Hexagone et à regarder de près parce que c'est très riche d'enseignements et c'est un très beau travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu nous le présenter. D'abord ici en premier sur le plateau du Figaro TV. Depuis le 7 octobre 2023, il ne se passe pas un jour sans qu'on observe une flambée d'antisémitisme. De plus en plus d'ailleurs, la gauche française se retrouve aux prises avec ce phénomène, comme le démontre le journaliste Clément Weirenal dans son dernier livre. Et comme le soulignait récemment François-Olivier Gisbert dans un débat face à François Hollande dans l'émission Esprit Libre sur le Figaro TV présentée par notre ami Alexandre Devecchio. Il y a un retour de l'antisémitisme en France et l'antisémitisme ne revient pas par la droite ou par l'extrême droite, il revient par l'extrême gauche. Il y a une tradition de l'extrême gauche, on le disait tout à l'heure à propos de Gued, et on pourrait donner de nombreux exemples, il y en a beaucoup d'autres dans l'histoire de la gauche, de l'extrême gauche, d'une extrême gauche extrêmement antisémite qui explique en fait tous les problèmes du monde par la mafia juive, la domination financière, comme l'a dit récemment un ancien Premier ministre. Et ça, c'est une réalité qu'il faut, regarder dans les yeux, et j'ai le sentiment que la gauche réformiste, qu'incarne François Hollande, essaye d'éviter ce sujet. Mais c'est un vrai sujet, puisque moi, je n'ai pas peur de le dire, et d'ailleurs, c'est une politique électorale, parce qu'ils font ça par électoralisme, mais il y a un certain nombre de députés LFI sortants qui ont obtenu des gros scores électoraux dans leur circonscription, qui sont, on voit très bien, qui ont été remerciés pour leurs propos anti-sionistes, soi-disant, mais en fait, implicitement antisémites. Bonjour Clément Weirenal. Bonjour. Est-ce que la gauche réformiste essaye d'échapper, comme le dit François-Olivier Gisbert, à ce débat et à la tentation antisémite ? Oui, il y a au moins un certain déni, une certaine gêne, on le constate. Un déni. Oui, on le constate à différentes époques. Rappelez-vous, dans les années 2000, j'évoque cette époque, dans les années 2000, ce qu'il est convenu d'appeler la seconde intifada, derrière un discours pro-palestinien, anti-israélien, brusquement en France... les synagogues, des dizaines de synagogues ont été attaquées, incendiées, des troubles sur l'ensemble du territoire, des juifs attaqués, molestés, et on se rappelle que le ministre de l'Intérieur de l'époque, socialiste, ne voulait pas en parler, non pas par animosité vis-à-vis des juifs, mais pour ne pas jeter d'huile sur le feu. C'est un exemple, parmi d'autres. Est-ce que vous observez vraiment une montée de l'antisémitisme à gauche et dans la gauche radicale ?
monter, je dirais plutôt un dévoilement. Parce que tout est tout est implicite, tout fonctionne souvent sur le mode de l'allusion, même si ça finit par déraper. Mais la gauche radicale, oui, donne le ton, habille tout ça dans un discours, je vous le disais, pro-palestinien, qui est en fait un discours violemment anti-israélien. Oui, mais pardon, Clément Rénal, ça c'est ce qu'on entend, et c'est l'un des arguments d'ailleurs de ces personnes à gauche, ou bien des personnes qui tiennent un discours hostile au gouvernement Netanyahou ou à l'État d'Israël, c'est que l'antisionisme n'est pas forcément de l'antisémitisme. Alors, petite distinction, l'antisionisme, dans sa dimension extrême, c'est dire les Juifs n'ont pas le droit à un État. Je préfère parler de critique du gouvernement israélien. Cette critique, fondée ou non, hein, on a le droit de polémiquer, est légitime. Mais quand vous vous apercevez, notamment, je songe au disque... Sachant que, pardon, la critique aujourd'hui, elle peut avoir des mots très forts, oui. Parce que, vu les opérations qui sont menées, qui sont des opérations de guerre, donc il y a des bombardements, oui. Il y a des... vous regardez des photos de Mossoul bombardée par l'armée française en 2017, Mossoul a été dévastée, la guerre s'agace. Mais pour revenir à votre précédente question, bien sûr qu'on peut critiquer Israël, mais quand cette critique s'appuie sur des bases factuelles erronées, sur des bases historiques falsifiées, que cette critique devient obsessionnelle par rapport à d'autres conflits territoriaux, et je cite plein d'exemples, et quand cette critique d'Israël dérape très vite d'elle-même, et que ce ne sont plus les gouvernants israéliens ou les militaires israéliens qui sont mis en cause, mais l'ensemble des juifs du monde entier, avec une attaque mensongère contre un lobby juif mondial et occulte qui tirerait les ficelles, ça porte un nom, ça s'appelle de l'antisémitisme. Et les cas sont nombreux, je le rappelle. Il y a eu dans les années 2000 l'affaire Edgar Morin, l'affaire... Un journal comme Le Monde a dérapé plus souvent qu'à son tour. Hein. Est-ce que vous ouvrez votre livre avec cette phrase choc, la gauche adore réécrire l'histoire à son avantage. Qu'est-ce qui, selon vous, dans les mémoires collectives françaises, a empêché de voir qu'est-ce qui a empêché, en tous les cas, à la gauche, de voir son propre antisémitisme ? Parce que c'est sûr qu'à partir de la libération, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, comme l'ont dit d'autres avant moi, je ne sais plus qui a dit le nazisme a déshonoré l'antisémitisme. On pouvait être anti-juif avant-guerre et habiller ça d'un discours assez facile. Après... Vous dites d'ailleurs, vous écrivez que la gauche française avait commencé, je vous cite encore, à s'égarer dans le délire des théories raciales bien avant Hitler. Oui, alors bien sûr. Bien sûr, aujourd'hui, vous me demandiez, mais finalement, est-ce qu'on a le droit de critiquer Israël ? Bien entendu. Aujourd'hui, un certain antisémitisme se dissimule, se déguise en utilisant les oripeaux de l'antisionisme. Mais je me suis intéressé aux origines, vraiment aux origines de la pensée socialiste en France. L'ensemble des auteurs, des pères fondateurs du socialisme français, je pense à Toussenel, je pense à Charles Fourier, je pense à Régnard, à Jules Guesde, à tant d'autres, nous ont laissé des écrits d'un antisémitisme violent et pas seulement un antisémitisme économique qu'on pourrait expliquer par l'émergence de la classe ouvrière face à un monde, à une révolution industrielle parfois un peu cruelle. Dès 1840, c'est-à-dire 80 ans au moins, ou même 90 ans avant la prise du pouvoir par les nazis, les théoriciens du socialisme français, et pas un seul, tous, vous expliquent dans leurs écrits que le prolétariat arien est perverti par la race sémite, par la présence de la race sémite en France. Ces théories du racisme biologique, les théoriciens du socialisme français s'en emparent bien avant les nazis. J'ai retrouvé ces écrits d'ailleurs sont disponibles à la Bibliothèque nationale, qui a d'ailleurs fort intelligemment réédité les essais de ces théoriciens du socialisme, non pas pour en faire de la propagande, mais pour qu'on puisse en prendre connaissance et pour qu'on puisse réaliser comment ces idées se sont mises en place. Et il y a bien à l'origine du socialisme français un antisémitisme tant économique mais même racial. Dans le chapitre sur les féministes, vous rapportez qu'on a dit à des femmes juives « vous n'étiez pas les bienvenues lors des manifestations ou lors de journées type journée de la femme ». Est-ce que la gauche antiraciste est devenue sélective dans les oppressions qu'elle dénonce ?
Oui, on s'aperçoit effectivement que partant d'une sorte de postulat antisioniste, il y a une sorte donc de anti-israélisme, appelez ça comme vous voulez, qui part effectivement d'une doxa anti-israélienne, mais en fait qui essaime dans tous les secteurs, y compris par exemple dans des courants de la vie politique qui a priori n'ont rien à voir avec le conflit israélo-palestinien. Et je consacre un chapitre justement à cette dérive au sein du mouvement féministe. On l'a encore vu dernièrement lors des manifs du 8 mars, lors de la journée de la femme. Et ça s'est reproduit chaque année depuis le 7 octobre. Des femmes juives se sont retrouvées ostracisées et même un peu plus violentées au sein du mouvement féministe, parce que du fait qu'elles étaient juives, elles incarnaient effectivement le diable sioniste. Ce qui est très frappant, c'est que vous évoquez également un autre lieu qui était quand même un bastion républicain, en théorie. Et effectivement, on voit que la thématique du 7 octobre sature les murs quand on rentre dans le hall de cette institution, c'est à Sciences Po. Eh oui. Le naufrage d'une institution comme Sciences Po. Le naufrage, vous dites. Ah oui, le naufrage, je ne suis pas le seul à le dire. Il y a eu, au-delà d'ailleurs de la question de l'antisémitisme, mais il semblerait effectivement que des réseaux proches des frères musulmans, vous voyez, on est en plein dans l'actualité, se sont introduits à Sciences Po, ont pris un certain nombre de manettes en main, et les incidents qui ont frappé notamment les étudiants juifs, toujours à propos d'Israël, sont légion à Sciences Po, à tel point d'ailleurs que je crois que l'image de marque, même à l'international de Sciences Po, a été sévèrement ébréchée. Sur la question de l'antisémitisme, comment justement se manifeste et qu'a-t-on observé comme manifestation d'antisémitisme à Sciences Po ? Eh bien, il y a eu des incidents très sérieux, des étudiants, dès lors qu'un étudiant est identifié comme juif, il est donc il est classé dans la catégorie des sionistes. Un meeting pro-palestinien se tient dans l'un des grands amphis de Sciences Po, et effectivement, tout de suite se met en place une sorte de police de la pensée, de service d'ordre très inquiétant, qui dit « toi, tu ne rentres pas ». En fait, tu es juif, tu ne rentres pas dans l'amphi. Ça n'est pas une rumeur. Cet incident s'est déroulé d'ailleurs à plusieurs reprises et a provoqué effectivement un certain émoi. C'est quand même remonté jusqu'à la direction de Sciences Po. Je crois même que l'ensemble de ces dérives, et il y en a d'autres, ont suscité la venue à l'époque du Premier ministre à Sciences Po. C'était Gabriel Attal à l'époque, parce qu'ils ont quand même pris la mesure de la gravité des incidents. On n'est pas dans une école normale, on est dans l'un des temples de la République, qui va former les futures élites, et la dérive antisémite d'un certain nombre d'organisations étudiantes, une fois de plus sous couvert de propagande pro-palestinienne, cette dérive, elle est patente et elle a été identifiée et dénoncée par beaucoup. La difficulté, quand on vous écoute, et c'est un des arguments justement des personnes qui sont accusées d'être antisémites, c'est que c'est toujours implicite. Dites-vous, et enfin en tous les cas c'est très souvent implicite. Pas toujours, ça dérape un peu, souvent. Est-ce que justement parfois on n'a pas tendance à dire que toute critique, alors on parlait tout à l'heure d'Israël comme ça, mais donc de la question et la question de Gaza, mais est-ce que on n'a pas tendance à dire parce que on m'a critiqué moi, mais parce que je suis juif, c'est antisémite. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, non, mais je suis le premier. Écoutez, je serais le premier à dire qu'une instrumentalisation de la thématique de l'antisémitisme pour faire taire une critique fondée ou non du gouvernement israélien serait odieuse. Mais dans mon livre, je cite pas simplement pour ça. Parfois, il y a on a vu quand même, il y a une instrumentalisation dans les années 80-90 de la question de l'antisémitisme. Oui, mais comment pouvez-vous accepter que dès qu'il y a une flambée de violence au Moyen-Orient entre Israéliens et Palestiniens, et Dieu sait que quand même, quoi qu'on pense du dossier, on ne peut pas rejeter
toutes les responsabilités sur le gouvernement israélien. Il y a quand même en face des mouvements djihadistes extrêmement violents et peu démocratiques. Dès qu'il y a une flambée de violence, un certain nombre de relais d'opinion, notamment à gauche, dérapent. Mais il suffit de lire ce qu'ils écrivent, ce qu'ils publient. Ils ne disent pas. Ben, je cite notamment la tribune d'Edgar Morin en 2002, publiée dans un grand journal comme Le Monde, où il ne dit pas le gouvernement israélien, il dit les Juifs, sur le ton de l'anaphore. Les Juifs font preuve de la pire inhumanité. Les Juifs font preuve de la plus grande cruauté vis-à-vis des Palestiniens. On sait très bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les dérapages d'Edgar Morin ont entraîné, quand il a été poursuivi en justice, c'est pas juste le dérapage d'un individu, ça a entraîné une levée de boucliers, des pétitions, un soutien manifeste de relais d'opinion, et également d'un certain nombre de magistrats dont on sait à quel point certains sont idéologisés. Donc, il y a l'exemple de Edgar Morin, il y a un exemple similaire de Daniel Mermet qui diffusait des messages d'auditeurs violemment antisémites sur l'antenne de France Inter. Donc, ça n'est pas du tout une instrumentalisation de la question de l'antisémitisme. Il y a bien une dérive antisémite, notamment à gauche et à l'extrême gauche, dès qu'on touche à la question d'Israël. Dans les chapitres, justement, vous avez un chapitre consacré aux médias. Vous montrez comment certains, d'ailleurs, humoristes, journalistes ou intellectuels de gauche ont banalisé, selon vous, voire justifié des discours anti-juifs sous couvert de critique sociale. Vous parlez même d'un antisémitisme culturel. Quand vous parlez d'humoriste, vous faites référence, par exemple, à l'affaire récente de Guillaume Meurice, notamment. Guillaume Meurice, c'est symptomatique. Alors, Guillaume Meurice se défend en disant que c'était une critique contre Netanyahou. Oui, mais enfin, quand on dit de Netanyahou que c'est un nazi sans prépuce, alors évidemment, on est sur le mode de l'allusion. Il n'a pas dit un juif, mais nazi sans prépuce, on voit bien où ça conduit. Alors, je me suis permis effectivement d'examiner le dossier froidement. Cette plaisanterie, cette diabolisation, en l'occurrence de M. Netanyahou, à travers le thème du prépuce, ce thème du prépuce, c'est un grand classique de l'antisémitisme d'avant-guerre. Céline a écrit des horreurs là-dessus. Cette thématique du prépuce est quelque chose qui a été mis sur la table pour justifier les déportations, pour justifier les pires exactions contre les Juifs. Et une fois de plus, ce qui était intéressant, c'est que et la ministre de la Culture, Rachida Dati, parce que l'affaire est quand même arrivée jusqu'à l'Assemblée nationale, l'a rappelé. C'est pas parce qu'il n'y a pas eu de condamnation judiciaire que le propos de Guillaume Meurice n'était pas antisémite. Tout n'a pas une traduction pénale. Mais ce qui était intéressant, c'est que le dérapage, la mauvaise blague de Guillaume Meurice, on aurait pu dire, bon, qui n'a jamais fait une mauvaise blague? Elle a là aussi entraîné une quasi-mutinerie de France Inter, de l'ensemble de la rédaction qui l'a soutenue. Elle a entraîné une levée de bouclier et un soutien. Elle n'est pas soutenue parce que l'ensemble, ou en tous les cas la grande majorité de la rédaction de France Inter serait antisémite. Mais je ne sais pas, c'est pas à moi de le qualifier, mais c'est intéressant de voir quand il y a ce dérapage antisémite de Guillaume Meurice, un soutien, une sorte de prise en otage de l'antenne. Il y a eu, lors de la fameuse émission satirique Le Grand Dimanche Soir, l'émission a été d'une certaine manière kidnappée par les animateurs, et plusieurs dimanches de suite, il y a eu une sorte de concours de rébellion, et c'était à qui allait réutiliser cette histoire infâme de prépuce pour dire nous soutenons Guillaume Meurice. Il a été soutenu par un certain nombre de relais d'opinion à gauche. Tout le monde l'a présenté comme une victime, alors que son dérapage était manifestement antisémite. Je donne les exemples, je montre que cette plaisanterie n'était pas innocente. Je pense en avoir fait la démonstration dans le chapitre qui lui est consacré. Vous concluez que l'antisémitisme de gauche est, selon vous, plus insidieux, plus retors, car il s'habille des vertus morales du progressisme. Est-ce que c'est ce que vous appelez le privilège moral de la gauche ? Oui, bien sûr, le privilège rouge, le privilège moral de la gauche, qui s'exprime sur d'autres thématiques, mais en particulier sur cette question de l'antisémitisme. Mais est-ce qu'on n'a pas eu tendance quand même à oublier l'antisémitisme de l'autre côté du spectre, notamment à droite et à l'extrême droite ?
il n'est pas oublié, il n'est pas nié. Tout le monde se rappelle notamment des saillies de Jean-Marie Le Pen sur le détail ou sur Durafour crématoire. Mais justement, la gauche, qui a une capacité, qui est passée maître dans l'art de réécrire l'histoire, a imposé une doxa, un postulat depuis une quarantaine d'années, en disant l'antisémitisme, c'est l'apanage d'une certaine droite, de l'extrême droite, et d'une manière générale, ils font retomber la suspicion sur l'ensemble de la droite. Mon propos, c'est pas du tout de nier l'antisémitisme de droite, c'est de dire, pardonnez-moi l'expression, ne nous prenez pas pour des imbéciles. Regardez ce que vous avez écrit. Et ce que j'essaye de démontrer, c'est que ce ne sont pas des dérapages isolés. Quand on les met bout à bout, on voit qu'il y a bien une cohérence de la pensée antisémite au sein d'une certaine gauche. La gauche antisémite, une haine qui vient de loin, c'est aux éditions de L'Artilleur. Et c'est à lire. Merci beaucoup, Clément Veil-Reynal. C'est moi qui vous remercie. Point de vue, c'est fini. On se retrouve ce lundi, même heure, même endroit.